Bonjour, je suis Maru. Lors de la fête de mes parents, devant tout le monde, ils l'ont dit. Nous donnons tout l'argent à ton frère. Tu es un échec. Débrouille-toi avec ta vie. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise là, tenant un chèque en blanc qu'ils ont appelé symbolique. Mais pire que ce moment, ce fut la réalisation qu'ils m'effaçaient depuis des années. Silencieusement, légalement, sans un mot. Ce que ma grand-mère a fait ensuite a tout changé, mais pas de la manière dont vous vous y attendriez. Avant de commencer, d'où écoutez-vous ce soir? Et vous est-il déjà arrivé de sentir que votre propre famille vous effaçait? Peut-être que quelqu'un qui regarde ceci sait exactement ce que cela fait. Je suis restée assise dans ma voiture plus longtemps que je n'aurais dû, garée juste devant la maison familiale. La maison où j'ai grandi, la maison qui ne m'a jamais vraiment semblé être un foyer. L'allée était bondée ce soir-là, berline polie, SUV de luxe. Chacune me rappelait quelque chose. Succès, statut, appartenance aux des choses que, dans cette famille, je n'avais apparemment jamais méritées. Je me suis retrouvé à fixer la maison comme une étrangère. Une partie de moi voulait partir. Mais vous savez comment c'est, certains événements, on ne peut pas ne pas y aller, même quand on sait qu'on fonce droit vers quelque chose de laid. J'ai finalement coupé le moteur, attrapé mon manteau et me suis forcé à monter les marches de pierre. La lumière du Porsche s'est déversée sur moi alors que j'atteignais la porte. Personne n'est venu m'accueillir. Typique. À l'intérieur, la fête battait son plein. Verres de cristal qui s'entrechoquent, conversations animées, rires venant de la salle à manger où toutes ces figures, certaines liées par le sang, la plupart tournant autour de la famille comme des satellites. J'ai stationné près de l'entrée une seconde, mais personne n'a remarqué ou n'a fait semblant de ne pas le faire. Alors, j'ai traversé la foule en silence, me dirigeant vers la salle à manger. Je savais que ma place ne m'attendait pas. Elle ne m'attendait jamais. Regardez qui a enfin fait le déplacement. La voix de ma mère a tranché le bruit comme un couteau. Elle se tenait à côté de mon père, tous deux élégants comme d'habitude. Elle m'a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai hoché la tête poliment. Les embouteillages. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste détournée, ajustant un vase sur le buffet comme si cela avait plus d'importance. J'ai trouvé une place vide à la table d'angle, pas celle principale où la famille était assise au premier plan. Pas même de près. Papa a levé son verre de vin et l'a légèrement tapoté. La pièce s'est tue. Merci à tous d'être présents ce soir, a-t-il commencé, sa voix douce comme s'il donnait un discours de conseil d'administration. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer une année de plus. Il s'agit de célébrer l'avenir. Je savais ce qui allait arriver. Je le savais. Mais l'entendre m'a quand même frappé comme de l'eau froide. Nous avons décidé, a poursuivi mon père, que les économies de la famille, 1,3 million de dollars, iront à Jarrett. Il l'a mérité. Il est l'avenir de cette famille. La salle a éclaté en applaudissements polis. Même certaines personnes qui nous connaissaient à peine ont applaudi. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je n'ai pas applaudi. Et quant à Maru, a ajouté ma mère, presque comme une pensée après coup, eh bien, elle a toujours été indépendante. Elle sait comment gérer sa propre vie. Le silence qui a suivi fut plus fort que n'importe quelle insulte. Ma gorge s'est serrée. J'ai eu l'impression d'abord d'une boule, puis d'une pierre logée dans ma poitrine. Je n'étais même pas surprise. C'était ça le plus triste. Personne ne m'a regardé. Ni Jarrett, ni mes cousins, pas même mamie Anitra. Papa a levé son verre, affichant ce sourire de père fier qu'il réservait toujours à mon frère. À Jarrett. Encore des applaudissements, des toasts, des acclamations. Je suis resté là, immobile comme une pierre, avalant le goût de fer dans ma bouche. Et dans ma tête, une phrase continuait de crier « Je suis toujours là ». J'étais juste là et pourtant invisible. Les rires autour de moi se sont estompés en bruit blanc. Mes mains agrippaient le bord de la table comme si j'allais tomber. Après le toast, ma mère s'est approchée. Elle a tendu une enveloppe, décorative, bordée d'or, comme un petit cadeau de fête. « Ceci est pour toi », a-t-elle dit d'un ton doux. Un petit quelque chose de la famille. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Mes doigts tremblaient. À l'intérieur se trouvait un chèque à mon nom. Montant, 0. Pendant un instant, je n'ai pas compris. Puis j'ai levé les yeux. Elle a souri.
C'est symbolique, ma chérie. Derrière elle, j'ai entendu quelques rires étouffés. Pas forts, pas cruels, mais présents. J'ai plié le chèque lentement et l'ai remis dans l'enveloppe. Ma mère me regardait comme si elle attendait quelque chose. De la gratitude, peut-être. Je ne lui ai rien donné. Elle s'est éloignée. Je me suis assise. Non, je me suis effondré sur la chaise la plus proche. J'ai fixé l'assiette vide devant moi. Je ne pouvais même pas goûter ma propre salive. Juste engourdi. Juste vide. Je me suis souvenu avoir eu 10 ans, montré mon bulletin scolaire, espérant que papa dirait autre chose que « bon travail ». Maintenant, où est Jarrett ? Je me suis souvenu des pièces de théâtre auxquelles je n'ai pas participé, des anniversaires oubliés, des fois où j'ai aidé sans qu'on me le demande et qu'on me dise que j'étais trop indépendante pour avoir besoin de remerciements. Cela n'avait jamais eu d'importance. Je suis restée assise là dans ce coin, réalisant quelque chose au plus profond de moi. Je n'avais jamais vraiment appartenu à cette famille. Pas vraiment. Et pourtant, une partie de moi voulait pleurer. Puis, de nulle part, un mouvement a attiré mon regard. Au bout de la pièce, quelqu'un s'est levé lentement. C'était Mamie Anitra. Sa voix, douce mais coupant la pièce comme du verre, a dit « Maintenant, c'est à mon tour ». La voix de ma grand-mère a tranché le bavardage comme une lame. Tout le monde s'est arrêté. Des fourchettes sont restées suspendues à mi-chemin. Des verres de vin se sont arrêtés juste avant les lèvres. Même mon père s'est tourné, les sourcils levés, complètement pris au dépourvu. « Vous pouvez célébrer votre fils, Delroy, a-t-elle dit, sa voix ferme, calme. Mais n'effacez pas votre fille. » Le silence qui a suivi était presque physique. Les gens se sont mal à l'aise sur leur siège. Quelques-uns se sont regardés, incertains s'il fallait réagir ou faire semblant de ne pas avoir entendu. Mon père a ri légèrement, ce rire forcé qu'il utilisait pour se défendre dans les conseils d'administration. « Allez, maman. Ne fais pas une montagne d'une rien. Maru va bien. Elle est indépendante. C'est une bonne chose, non ? » Quelques invités ont ri nerveusement, comme s'ils étaient dirigés. Et juste comme ça, le moment est mort. J'ai senti quelque chose s'agiter en moi pendant une demi-seconde quand Mamie a parlé. De l'espoir, peut-être ? Comme si quelqu'un avait enfin remarqué. Comme si quelqu'un allait me défendre. Mais quand elle s'est rassise, ses mains jointes sagement sur ses genoux, cette lueur s'est éteinte. Elle n'allait pas se battre. Pas ce soir. J'ai essayé de ne plus la regarder. Au lieu de cela, mon regard a erré, cherchant un endroit, n'importe quel endroit, où je ne me sentirais pas étouffé dans cette pièce pleine de gens qui étaient censés me connaître. Et puis je l'ai vu, mon oncle, le frère cadet de papa, celui qui, des années auparavant, m'avait prise à part après un barbecue familial et m'avait dit « N'écoute pas ton père. Tu es l'avenir de cette famille, Maru. Tu as ce qu'il faut. » Je l'avais cru. Maintenant, de l'autre côté de la table, je l'ai vu rire à quelque chose que papa disait. Je l'ai vu éviter mon regard. Il les a choisis. Je ne sais pas pourquoi, mais cela a fait plus mal que tout ce que mes parents avaient fait ce soir. La trahison ne vient pas toujours avec bruit. Parfois, elle est silencieuse, un regard détourné, une conversation non entamée, une place non offerte. Je me suis levé trop vite, la chaise raclant le sol. Des têtes se sont brièvement tournées avant de se détourner. J'avais besoin de m'asseoir quelque part, n'importe où. À la table principale, où mon père et mon frère baignaient dans l'attention, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, de subtil. Les étiquettes nominatives, disposées parfaitement devant chaque siège. La mienne n'y était pas. J'ai scanné 2 fois, 3 fois. Rien. Pas de nom, pas de place. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Pendant un moment, je suis resté là comme une invitée à un mariage qui n'était pas le mien, essayant de faire semblant de ne pas être complètement perdu. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a offert sa place. Je me suis reculé, attentive à ne pas faire de scène, à ne pas laisser la honte sur mon visage être visible. Me dirigeant vers l'arrière, près du poste de service, j'ai trouvé une seule chaise vide, poussée maladroitement contre le mur, près de la porte battante de la cuisine où les serveurs entraient et sortaient avec des plateaux. Ils n'essayaient même plus de se cacher. Pour eux, je n'étais pas de la famille, j'étais juste quelqu'un qui gênait. Je me suis assise, et le siège, il semblait plus froid que la pierre.
J'ai posé mon verre sur la petite table d'appoint, fixé la condensation qui se formait le long de sa surface, et je me suis dit de ne pas pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Mais assise là, seule, invisible, écoutant les rires que j'avais autrefois poursuivis enfant, j'ai réalisé autre chose. Cette chaise n'était pas nouvelle. C'était toujours ma place. Je me suis souvenu des anniversaires où mon gâteau était une pensée après coup. Des soirées de remise de diplôme où papa serrait la main de Jared comme un PDG passant le flambeau et me regardait à peine. Promotion après promotion au travail, et jamais une fois, alors, nous sommes fiers de toi. J'étais le plan de secours. La police d'assurance de la famille, tenue secrète dans le coin jusqu'à ce qu'on en ait besoin, et jamais vraiment nécessaire. Ce soir n'a fait que le rendre littéral. J'ai passé un doigt sur le bord de la chaise. Sa surface écaillée et usée, probablement sortie du stockage. Je pouvais soit pleurer ici devant eux tous, soit devenir insensible. J'ai choisi l'insensibilité. C'était plus sûr. J'ai levé mon verre, plus pour faire quelque chose que pour une autre raison, et j'ai regardé les reflets danser contre la glace. Mes mains étaient maintenant stables, plus stables que ma voix n'aurait été. Et puis quelque chose m'a interpellé. J'ai levé les yeux à travers la pièce, à travers la brillance des verres de vin et les flashs des appareils photo. Mamie Anitra me regardait. Son visage était indéchiffrable. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, pas d'excuses, juste ce regard. Elle ne clignait pas des yeux, ne détournait pas le regard. Je voulais baisser les yeux, faire semblant de ne pas l'avoir vue, mais je ne pouvais pas. Quelque chose dans ce regard fixe. C'était comme une question que je ne comprenais pas encore. Et quelque part en moi, même dans cette chaise froide, une graine a été plantée. Ce matin-là, la lumière du soleil semblait un mensonge. J'avais à peine dormi. Je suis resté au lit longtemps après l'aube, fixant le plafond, écoutant les sons étouffés des plateaux de petit déjeuner roulant dans le couloir, des conversations polies, des couverts qui s'entrechoquaient, comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu. Mais elle avait eu lieu. Je me suis levé de force, douché, habillé non pas parce que je me sentais prête, mais parce que ne pas me présenter leur aurait donné une raison de plus de me qualifier de fragile. Quand je suis entré dans la salle à manger pour le brunch, l'air sentait le citron et le café. Les voix bourdonnaient ensemble comme une toile de fond pour le cliquetis découvert. Cela avait l'air chaud, invitant. Je me sentais froide à l'intérieur. Maman m'a repéré la première. « Tu es là. »« C'est bien », a-t-elle dit, avec le même ton que quelqu'un pourrait utiliser en voyant le chat d'un voisin entrer dans leur jardin. J'ai hoché la tête, incapable de trouver un mot qui semblait valoir la peine d'être dit. Être là n'était pas de la force. C'était une obligation. Je me suis assise à une table d'angle près de la fenêtre, où personne ne remarquerait si je souriais ou si je pleurais. Et pendant que le rire résonnait dans la lumière du matin, mon esprit m'a emmené ailleurs, des années en arrière. Après la mort de grand-père, la famille s'est désintégrée de manière discrète, pas avec des cris, mais avec des réunions. Des réunions sans fin. J'étais celle qui est restée. Papa disait qu'il était trop occupé. Maman ne comprenait pas les chiffres. Jared n'était pas encore prêt pour cette responsabilité. Alors, j'ai travaillé. À 26 ans, j'étais au bureau de l'avocat tous les 2 jours, parcourant des feuilles de calcul, des documents légaux, des registres d'entreprises que grand-père avait laissés en désordre. Je me souviens des nuits tardives, les yeux brûlants, les doigts endoloris, sachant que je ne faisais pas que corriger des chiffres, je sauvais ce que grand-père avait construit. Et quand ce fut fait, quand les papiers de restructuration furent signés, je me souviens de m'être tenu là, fier, jusqu'à ce que je les lise. La nouvelle structure de l'entreprise, chaque actif, chaque vote de contrôle transféré sous un seul nom. J'arrête. J'ai affronté papa ce soir-là, tremblante. « Tu n'es pas fait pour le leadership », a-t-il dit simplement, sans même lever les yeux de son scotch. « Nous te protégeons de l'échec. » Je me souviens de la façon dont ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je n'ai même pas discuté. À la table du brunch maintenant, mes mains tremblaient rien qu'en m'en souvenant. Il n'avait pas volé mon travail avec un couteau. Il l'avait fait avec une signature, un effacement silencieux et professionnel. Je pensais que la loyauté suffisait. Je pensais que si je donnais assez, travaillais assez, restais silencieuse assez longtemps, il me verrait. J'avais tort. Il voulait mon travail, pas ma présence. Il voulait mon effort, pas mon nom. Un éclat soudain d'applaudissements m'a secoué.
Papa se tenait à nouveau, levant son verre à Jarrett, qui était assis, avec un sourire modeste, savourant l'attention. À Jarrett, a dit papa, la voix chaude de fierté. Le bâtisseur de notre avenir. Je l'ai entendu, et avant de savoir ce que je faisais, mes mains ont bougé. J'ai commencé à applaudir, par habitude, par conditionnement, par des années à applaudir mon propre effaceur. Je me suis arrêté à mi-chemin. Mes paumes restaient suspendues à mi-air, ouvertes. Ça m'a frappé. Je célébrais ma propre disparition. J'ai baissé lentement mes mains. Personne n'a remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai baissé les yeux, avalant la honte si épaisse qu'elle brûlait. Mais ensuite, de l'autre côté de la pièce, j'ai croisé son regard. Mamie. Elle n'applaudissait pas. Elle ne souriait pas. Elle me regardait simplement. Et cette fois, elle a hoché la tête. Un signe de tête petit, presque imperceptible. Mais j'ai compris. Elle n'allait pas me sauver. Elle me montrait que je pouvais me sauver moi-même. J'ai baissé les yeux sur mes mains, sur le bout de mes doigts qui tremblaient encore légèrement, et la pensée m'est venue sans invitation mais clairement, ils n'ont pas volé mes fondations du jour au lendemain. Je leur ai tendu les briques, une par une. Et avec cela, quelque chose en moi a changé. Pas en colère, pas encore, mais en prise de conscience. Et parfois, la prise de conscience est plus dangereuse que la fureur. Cette prise de conscience ne me laissait pas respirer. Après la fin du brunch, je suis resté à table longtemps après que la plupart des invités se soient promenés sur la terrasse pour boire un verre. J'ai regardé les ombres s'étirer sur les murs du domaine, le soleil se déverser sur les sols polis comme s'il n'avait pas sa place ici non plus. Et quand la pièce s'est vidée, je me suis retrouvé debout, à marcher. Je ne savais pas où j'allais avant de voir sa porte. L'appartement de mamie Anitra était attenant à la maison principale, mais semblait être un monde à part. Le couloir sentait le cèdre et les vieux livres. J'ai hésité avant de frapper, ma main tremblant. Elle a ouvert la porte avant même que je ne la touche. Il est temps, a-t-elle dit doucement. Pas de jugement, pas de bienvenue, juste une fatalité. Je suis entré. Son appartement était petit, mais rempli de souvenirs. Des étagères garnies de livres de droit, des photographies en noir et blanc encadrées de personnes que je ne reconnaissais qu'à travers les histoires de famille, et une courte pointe drapée sur le canapé, cousue par des mains disparues depuis longtemps. Je me suis assise où elle m'a indiqué, un fauteuil usé lui faisant face. Nous nous avons parlé pendant un moment. Puis mamie a dit, j'aurais dû te le dire plus tôt. Ma gorge s'est serrée. Me dire quoi? Elle a attrapé un mince cadre en bois sur l'étagère. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo. C'était un acte de propriété. Ancien, décoloré. Cette maison était censée être à toi, a-t-elle dit calmement. Je ne comprenais pas, elle a gardé son regard fixe. Après la mort de ton grand-père, ton père m'a promis, m'a juré, que j'aurais ce domaine pour le reste de ma vie, et après moi, il passerait à toi. C'était le souhait de ton grand-père. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle a poursuivi, la voix brittle, mais 2 ans après sa mort, Delroy a modifié les papiers en silence. Il a ajouté le nom de Jarrett. Il a retiré le tien avant même que tu le saches. J'ai secoué la tête, incapable de comprendre. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que c'est mon fils, a-t-elle murmuré. J'ai continué à croire qu'il s'en souviendrait. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière, plus âgée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à avoir été effacée. Elle avait été effacée, elle aussi. Nous étions juste 2 versions différentes de la même trahison, elle par loyauté, moi par négligence. J'ai essuyé mes paumes sur mes genoux, luttant pour trouver les mots. Pourquoi maintenant? Pourquoi me le dire maintenant? Sa voix s'est brisée. Parce que je ne peux plus te protéger. Elle a attrapé une petite boîte en bois sur la table d'appoint et l'a ouverte. À l'intérieur, pliée soigneusement, se trouvait une seule feuille de papier. Elle me l'a tendue. Ce n'était pas l'acte de propriété. C'était un contrat, non notarié, non officiel, mais signé ou une promesse. J'ai lu le nom de mon père, calligraphié d'une encre familière. La formulation était simple mais claire, le domaine devait rester en possession d'Anitra sa vie durant, puis être transféré à moi. Ceci est votre preuve, a dit mamie doucement, faisant glisser la page plus près. J'ai fixé cela, et j'ai figé. La preuve de quoi?
Que mon père était un menteur. Que les gens qui m'ont élevé, qui m'ont appris à dire s'il vous plaît et merci, qui m'ont un jour bordé, m'avaient aussi volé tout ce que j'avais construit. Tout ce que j'étais censé hériter. Mes doigts se sont arrêtés sur le papier, mais je ne pouvais pas le toucher. Qu'est-ce que je fais avec ça, ai-je murmuré. Sa réponse fut encore plus douce. Quoi que vous choisissiez ensuite, souvenez-vous simplement qui vous avez toujours été. Le silence entre nous disait tout le reste. Je suis restée assise là longtemps, le document intouché devant moi, tandis que le soleil rampait lentement sur les planchers. Et quand je me suis finalement levé, j'ai plié le papier sans le regarder et je l'ai glissé dans ma veste. Une arme, ou un adieu? Je ne savais pas. Quand j'ai quitté son appartement, le couloir semblait plus long, chaque pas plus lourd. Je me suis dit que je réfléchirais, que j'examinerais mes options. Que j'y réfléchirais. Mais au moment où je suis sorti, la trahison m'a trouvé en premier. Je suis sorti dans la soirée, pensant trouver de l'air. Au lieu de cela, j'ai foncé droit sur autre chose. La fête s'était déplacée dehors pendant que j'étais dans l'appartement de mamie. Le jardin était drapé de guirlandes lumineuses, une musique douce résonnait de haut-parleurs cachés. Des tables étaient dressées autour de la pelouse manucurée. Les invités se regroupaient en cercle net, les boissons scintillant sous les lumières. Mais dès que j'ai franchi le seuil, je l'ai senti. Pas le silence, pas exactement, mais l'évitement. Les gens me voyaient puis ne me voyaient plus. C'était pire que des murmures. Pire que des regards. C'était un détournement délibéré. La lente décision collective de faire semblant que je n'étais pas là. Faire semblant que je n'avais jamais existé. Puis la voix de mon père s'est élevée au-dessus de la musique. Famille, amis, puis-je attirer votre attention juste une minute? J'ai figé sur place. Il se tenait près de la terrasse, un micro à la main, rayonnant comme le patriarche fier qu'il aimait prétendre être. Les gens se tournaient facilement vers lui, accueillants. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Ce soir, a-t-il dit d'un ton doux, je suis fier d'annoncer quelque chose de spécial. Son regard a parcouru la foule mais ne s'est pas posé sur moi. La fondation familiale, ce que beaucoup d'entre vous connaissez sous le nom de Fonds Héritage Harris, change de nom. Un murmure d'intérêt. Certains se sont penchés en avant. Mes jambes sont devenues froides. À partir d'aujourd'hui, a poursuivi mon père, elle s'appellera la Fondation Jarrett Harris. Les applaudissements ont éclaté, enthousiastes, forts. Dans le bruit, personne n'a remarqué que j'avais arrêté de respirer. La fondation était la mienne. Fondée après le lycée, nommée d'après mon grand-père, construite pendant des années où je travaillais 2 emplois et donnais chaque dollar disponible pour la maintenir en vie. Mais maintenant, elle avait un nouveau nom. Le sien, celui de mon frère. Je me souviens avoir baissé les yeux sur mes mains. Elles tremblaient. Pas de rage. Pas encore. Juste du vide. Je n'étais pas en colère. J'étais rien. Autour de moi, les gens applaudissaient. Quelqu'un à côté de moi, peut-être un cousin, peut-être un voisin, m'a effleuré l'épaule. Félicitations. Je n'ai pas répondu. Je ne crois même pas avoir levé les yeux. Puis j'ai ressenti la chose la plus étrange. J'ai senti mes propres mains bouger, applaudir. J'avais commencé à applaudir sans m'en rendre compte, par habitude, comme si une partie de moi croyait que je devais le faire. Je me suis rattrapé, les doigts à mi-air, et j'ai baissé mes bras si vite que j'ai failli laisser tomber le portefeuille que je tenais. Je n'étais pas seulement effacé. J'applaudissais ça. J'entendais mon propre cœur battre plus fort que les applaudissements, plus fort que la musique. J'ai essayé de me stabiliser, de me concentrer sur le chemin de gravier sous mes pieds. C'est à ce moment-là que Rena m'a trouvé. Je ne l'avais pas vue approcher. Rena, autrefois comptable de la famille avant de prendre mystérieusement sa retraite l'année dernière, maintenant apparemment une invitée. Elle a touché mon coude doucement. Tu dois voir ça, a-t-elle dit doucement et m'a glissé une enveloppe dans la main. Je n'ai pas réagi, pas tout de suite, mais quelque chose dans son ton, ou peut-être dans le regard de ses yeux, m'a fait serrer les doigts autour. Rena n'a pas expliqué. Elle s'est juste éloignée. Je suis resté là encore un moment avant que, finalement, mes jambes n'obéissent. J'ai marché à travers les bords de la fête, au-delà des tables, jusqu'à ce que je me retrouve près de la clôture en pierre qui bordait le bout du domaine. Là, à l'ombre d'un chêne tordu, j'ai déchiré l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés financiers, des lettres, des reçus de dons, le tout signé de mon nom. Je les ai parcourus avec des doigts tremblants. Donatrice fondatrice, Maru Harris. Documents originaux de la fondation. Mes documents, enterrés. Parce que maintenant, officiellement, je n'étais pas seulement exclu du récit. J'avais été légalement effacé. Mon père n'avait pas seulement retiré mon nom de la fondation, il avait réécrit rétroactivement l'histoire pour faire croire que je n'en avais jamais fait partie. J'ai senti les papiers me glisser des mains. Je les ai à peine attrapés avant qu'ils ne touchent l'herbe. Et je suis resté là seul dans le noir, serrant la preuve qui ne comptait pour personne d'autre que moi. J'ai pensé que si je me battais maintenant, je perdais. Je les perdais, quels que soient les restes de famille que je croyais encore avoir. Mais si je restais silencieuse, je disparaissais. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe, sur la lourde preuve de tout ce en quoi j'avais cru autrefois. Puis j'ai tourné le dos à la fête et j'ai marché dans l'obscurité. J'ai laissé les larmes couler. Pour la première fois cette nuit-là, je ne les ai pas essuyées. J'ai fini, ai-je murmuré. Je le pensais. Ou je le croyais, car quelqu'un n'avait pas fini avec moi. Je ne me souviens pas être retourné à l'appartement de mamie. Je m'y suis juste retrouvé. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai poussé la porte comme je le faisais enfant après les mauvais rêves, quand ses bras étaient le seul endroit sûr. Mais ce soir, je ne voulais pas de bras. Je voulais du silence. Alors, je me suis recroquevillé dans son vieux fauteuil, j'ai remonté mes genoux, et j'ai essayé de disparaître en moi-même. Mon esprit ne se calmait pas. J'avais pensé que le pire était derrière moi. Ce toast à la fondation, les applaudissements volés, l'enveloppe de Rena qui me brûlait la poche. Cela aurait dû me briser. Et peut-être que cela m'a brisé. Car assise là, dans ce petit appartement qui sentait légèrement la lavande et la poussière, je me suis dit quelque chose que je ne pensais jamais admettre, j'ai perdu. Je n'ai jamais été censé gagner. Et pour la première fois cette nuit-là, j'y croyais. J'ai dû rester assise là pendant 1 heure avant de me rendre compte que je n'étais pas seul. J'ai entendu la porte se fermer doucement, le léger clic de vieilles chaussures traversant le tapis, puis le léger craquement alors que quelqu'un s'installait sur la chaise à côté de la mienne. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais que c'était elle. Mamie Anitra ne parlait pas. Pas avant longtemps. Elle était juste assise à côté de moi, respirant, attendant. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, elle a prononcé une phrase si douce que je l'ai presque manquée. Je les ai laissés prendre ton grand-père, je ne te laisserai pas te faire prendre non plus. C'était tout. Et cela m'a bouleversé. Je n'ai pas pleuré comme je m'y attendais. Pas au début. Ma gorge s'est serrée et les larmes ont brouillé ma vision. Mais le son n'est jamais venu parce que ces mots ne m'ont pas rendu triste. Ils m'ont fait me sentir vu. Je n'étais plus invisible. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés assises là. Sa seule présence, calme et stable, me semblait une bouée de sauvetage. Et quelque part dans les profondeurs de mon épuisement, un souvenir a refait surface. J'avais 6 ans à la piscine municipale, le petit bain, où j'avais glissé et coulé, me débattant, silencieuse, trop paniquée pour même crier. Mes parents n'avaient pas remarqué, mais elle, si. Je me souviens de ses bras me sortant de l'eau, de la façon dont elle n'a rien dit, m'a juste tenu fermement sur le béton froid jusqu'à ce que ma respiration se calme. Ce soir ressemblait exactement à ça. Et alors que je restais là, tremblante, j'ai réalisé quelque chose de simple mais de terrifiant, elle était la dernière chose qui me rattachait à qui j'étais. Elle était mon encre. J'ai senti son mouvement à côté de moi. Puis le son d'un tiroir qui s'ouvrait. J'ai regardé, pas son visage, mais ses mains. Elle tenait un dossier. Sans un mot, elle l'a placé doucement sur mes genoux. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents et un petit enregistreur numérique abîmé. Ce sont les tiens, a-t-elle dit doucement. Pas pour la vengeance, pour la justice. J'ai forcé mes doigts engourdis à travailler. J'ai ouvert le dossier. La première chose que j'ai vue, ce furent les documents de propriété originaux du domaine, le testament de mon grand-père. Accord manuscrit, signé, jamais révoqué. La preuve que la maison dans laquelle nous étions assises, la maison que mon père avait revendiquée comme son empire, n'était pas la sienne à revendiquer. Puis le fichier audio. Elle m'a dit ce que c'était, bien que je n'ai pas osé le jouer tout de suite. Une confession. Mon père, il y a des années,
admettant avoir modifié l'acte de propriété. Sa voix enregistrée, indéniable. J'ai senti que je ne pouvais pas respirer. Je l'ai regardé, désespéré, perdu. Je ne sais pas si je peux, ai-je murmuré. Pouvoir quoi? Me battre. Je ne sais pas si je peux faire ça. Si j'utilise ça, est-ce que je deviens juste comme eux? Son expression n'a pas changé. Il ne s'agit pas de prendre ce qui leur appartient, a-t-elle dit, sa voix semblable à de la pierre. Il s'agit de retrouver ce qui est à toi. Et voilà, une ligne tracée entre la reddition et autre chose. Je suis resté assise, fixant les papiers, l'enregistreur, ses mains stables. Puis lentement, j'ai regardé les miennes. J'avais toujours pensé que mes mains étaient faibles, vides. Maintenant, elles tenaient des preuves. La preuve que j'avais de l'importance, que j'existais. Et pour la première fois, peut-être de toute ma vie, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur, la résolution. J'ai levé la tête, j'ai essuyé mon visage, et j'ai murmuré, alors je vais arrêter d'être l'échec. Pas pour elle, mais pour moi-même. Mamie n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me suis levé, j'ai pris le dossier, et pour la première fois cette nuit-là, je me suis tenu droite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai planifié, pas avec colère, pas même avec douleur, juste avec clarté. 2 jours entiers, j'ai coupé le monde. Je suis resté principalement dans l'appartement d'Anitra, où le vieux silence de ses étagères et de ses livres de droit est devenu ma compagnie. Elle parlait rarement, me regardait simplement pendant que je parcourais document après document. Je pense qu'elle comprenait mieux que quiconque, je ne complotais pas de vengeance. J'étais en train de désapprendre le silence. J'ai rencontré son avocat, un homme avec une voix de sténographe judiciaire et des yeux qui ne clignaient pas. Nous avons examiné les contrats, les documents de propriété, les promesses cachées sous des années de signature familiale. Il parlait peu, mais quand il a fait glisser un dossier spécifique sur la table, j'ai su que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une découverte, c'était une arme. Une clause oubliée, enfouie dans les documents constitutifs de l'œuvre de charité. Une clause me nommant, le fondateur, comme le contrôleur légitime de la fondation, à moins que je ne révoque explicitement mon consentement. Consentement que je n'ai jamais donné. Un contrat que mon père avait simplement supposé que je ne lirais jamais, encore moins que je le ferais appliquer. J'ai fixé l'avis de réactivation devant moi, a dit l'avocat, sans émotion. Ils ont supposé que vous ne le feriez pas, j'ai signé, pas avec colère, mais avec clarté. Quand j'ai quitté ce bureau, je ne me suis pas senti comme la fille qu'ils avaient effacée. Je me suis senti comme quelqu'un sur le point d'arrêter de s'effacer. 2 jours plus tard, l'événement communautaire est arrivé. Un rassemblement de donateurs, de leaders locaux, de responsables municipaux, toutes les personnes dont Delroy avait besoin pour se présenter comme respectables. Il s'est tenu dans un lieu historique du centre-ville. Murs de pierre, vitraux, héritage conditionné à la vente. Ils étaient là tôt, bien sûr. Ma mère, cheveux parfaits, yeux scannant la foule comme si elle lui appartenait. Mon père serrant la main comme le politicien qu'il n'était pas, affichant ce sourire qu'il réservait aux étrangers dont il avait besoin. Et Jared se tenant derrière eux comme une pensée après coup qui aurait été promue. Je ne me suis pas précipité. J'ai attendu que les introductions soient presque terminées, jusqu'à ce que Delroy monte sur le podium, micro en main, et commence à annoncer l'avenir de notre fondation familiale. Ces mots ont à peine enregistré. Quelque chose sur la communauté, l'héritage, j'arrête nous menant dans le prochain chapitre. Rire, applaudissements polis. Puis je suis entré. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement traversé le hall lentement, directement, coupant à travers les rangées de chaises comme si elles n'existaient pas. Les conversations se sont tues autour de moi, non par respect, mais par confusion. Delroy m'a vu le premier. Sa voix a bégayé en plein milieu de sa phrase. Son sourire a vacillé, puis s'est figé. Carlène m'a vu ensuite. Elle a effectivement murmuré de façon audible, « Pas ici. Pas maintenant. » J'ai continué à marcher. Au podium, Delroy s'est suffisamment remis pour essayer. « Maru, si tu veux nous rejoindre. » Non. Ma voix n'était pas forte, mais elle était définitive. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti le dossier que l'avocat d'Anitra avait préparé. Pas des papiers pour les menacer, mais des papiers pour leur rappeler calmement, légalement, irrévocablement.
J'ai posé les documents de propriété originaux sur le podium à côté du contrat signé me donnant le contrôle de la fondation et des papiers que je possédais maintenant en tous sens. Delroy les a fixés comme s'ils allaient prendre feu. Jarrett avait l'air de vouloir disparaître. Les mains de Carlène tremblaient alors qu'elle agrippait ses perles. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis, doucement, calmement, ce changement de marque est invalide. Je conserve le contrôle total de la fondation. Avec effet immédiat. Silence, pas poli, pas respectueux, juste absence d'excuses, de leur version de l'histoire. Je me suis retourné, je les ai regardés, non pas comme une fille implorant l'approbation, mais comme une femme qui avait fini d'implorer. Je n'avais pas besoin de gagner, ai-je dit. J'avais juste besoin d'arrêter de perdre. Puis je me suis reculé. Adelroy a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Le lèvre de Carlène a tremblé, mais aucun mot n'a suivi. J'arrête. Il m'a regardé comme si, pour la première fois, il n'était pas sûr de quel côté il était. Peut-être le sien. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'était plus leur arme. C'était la mienne. Je l'ai laissé persister. Alors que je sortais de la salle communautaire, j'ai à peine fait 3 pas avant de l'entendre. Arrête-toi là. Je ne me suis pas retourné. Pas avant que la voix de Delroy ne coupe le silence comme une sirène. Les gens à proximité ont figé, donateurs, collègues, voisins. Des visages que je reconnaissais des barbecues d'enfance regardaient maintenant comme s'ils attendaient un spectacle. Puis il l'a dit fort, elle a falsifié ses papiers. Elle a manipulé ma mère. Je me suis retourné lentement. Le visage de Delroy était rouge, sa mâchoire si serrée qu'elle semblait douloureuse. Dans sa main, il tenait un dossier, un que je n'avais pas vu auparavant. Il l'a brandi comme une arme. Ceci, a-t-il dit. C'est le vrai document. Celui où ma mère a révoqué tout ce qu'elle vient de vous dire. Ma fille est une menteuse. Des halètements ont parcouru le groupe. J'ai aperçu des regards confus, des murmures tourbillonnant entre les donateurs comme un feu de joie. Carlène était à ses côtés, sa main sur son bras, hochant la tête. Ne la croyez pas. Vous savez comment elle a toujours été. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Peut-être parce qu'une partie de moi espérait qu'il n'irait pas aussi loin. Peut-être parce que je n'étais pas prête à voir mon propre père m'appeler une fraude devant les gens qui me donnaient des cookies quand j'avais 6 ans. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a bougé. Pas une seule personne ne s'est avancée. J'ai senti ma gorge se serrer. C'était le coup de grâce, n'est-ce pas? La partie où il m'effacerait définitivement, et cette fois les gens applaudiraient en le faisant. Delroy a de nouveau secoué le dossier. Elle complote depuis des années, utilisant même le deuil de ma propre mère contre moi. Je suis restée là, silencieuse, puis derrière moi, une voix que je connaissais. Ça suffit, Anitra. Elle n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis retourné alors qu'elle avançait, canne à la main, se déplaçant plus lentement que d'habitude, mais d'un pas ferme. À ses côtés, Maître Forester, l'avocat de la famille, suivait, tenant une mallette verrouillée. La voix de Delroy s'est brisée. Maman, tu sais ce que tu as signé. Elle a rencontré son regard, son expression plate. Je sais ce que je n'ai jamais signé. Puis elle a fait signe à Maître Forester. Je l'ai regardé, engourdi, alors qu'il ouvrait la mallette juste là dans le couloir. De l'intérieur, il a sorti une chemise de documents et un petit enregistreur numérique. Il l'a allumé. La voix de Delroy a retenti dans l'air, j'ai changé l'acte sans le dire à maman. Que allait-elle faire? Elle est trop vieille pour me combattre. Les mots n'étaient pas vieux. L'enregistrement n'était pas d'il y a des années. C'était récent, net, clair. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis les murmures ont changé. La main de Delroy a tremblé. Le dossier qu'il tenait est tombé par terre. À ses côtés, le visage de Carlène s'est décomposé. Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Je pouvais sentir quelque chose changer dans l'air. Pendant des années, chaque pièce où j'entrais semblait me rejeter. Maintenant, les gens reculaient de lui. Jart, se tenant derrière eux, a détourné le regard. Il ne s'est pas rapproché de son père. Delroy a titubé. Non, non, vous ne comprenez pas, mais personne n'écoutait. Personne ne le croyait. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas besoin de le faire.
Pour une fois, le silence était à moi. Je l'ai laissé l'avaler. Maître Forestier s'est tourné vers moi, me plaçant les documents finaux signés entre les mains, mon contrôle sur le domaine, ma position légale à la fondation, tout ce qu'il m'avait pris. Anitra a touché mon épaule. Maintenant, c'est à toi. Fais mieux. J'ai baissé les yeux sur les papiers, j'ai senti leur poids, et pourtant je n'ai rien ressenti, pas de triomphe, pas de satisfaction, seulement de l'épuisement. Mon père s'effondrait devant moi. Ma mère pleurait silencieusement. Mon frère n'a même pas essayé de les sauver. Et moi? J'avais gagné. Mais je ne me sentais pas comme si j'avais gagné. Des semaines ont passé. Les gens vous disent que le temps guérit, mais ce que j'ai appris, c'est que le temps ne guérit pas. Le temps ne fait que rendre les choses plus calmes. Mon téléphone n'a pas sonné. Pas de surprise là-dessus. Jarrett n'a jamais appelé. Même pas un message. Carlène a envoyé un email, exactement 6 mots, nous espérons que vous êtes satisfaite. Au revoir. Je n'ai pas répondu. Je me réveille tôt maintenant par habitude, pas par nécessité. Certains matins, je bois mon café avant le lever du soleil, assise sur le porche qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Maintenant, il m'appartient. Je regarde le jardin tranquille, le même où toutes les photos de famille étaient mises en scène comme des publicités de magazines. Plus de photographes maintenant, juste moi et le silence. La maison d'Anitra. Ma maison. Elle semble trop grande, trop creuse. Mais elle est réelle. J'ai commencé petit, une pièce à la fois. J'ai emménagé dans sa chambre d'amis. La suite parentale semble trop grande, trop comme des rois. Peut-être qu'un jour j'y entrerai. Pas encore. Je suis de nouveau bénévole à la charité. Pas comme le visage. Pas encore. Je réponds au téléphone, je traite les formulaires, je gère les choses que personne ne remarque mais qui font fonctionner tout le reste. C'est étrange, de trouver la paix dans le fait d'être invisible quand l'invisibilité était autrefois une punition. Mais cette fois, c'est selon mes conditions. Chaque matin, après le café, je fais la même chose. Je place une chaise sur le porche, juste une simple chaise en bois. Je l'ai achetée moi-même dans un petit magasin de meubles à proximité. Elle ne correspond à rien dans la maison. Les gens pourraient la trouver laide, mais pour moi, elle est familière. C'est le même type que cette chaise qu'ils m'ont donnée à la fête. Celle poussée contre le mur à côté des portes de la cuisine. Celle qui me disait exactement où je me tenais. Mais maintenant, cette chaise n'est pas une punition. C'est un choix. Je m'assois dessus. Je pose ma tasse de café sur la coudoir et je regarde le lever du soleil. Je me dis, je n'ai jamais eu besoin de leur table. J'avais juste besoin de ma propre place. Quand Anitra est décédée, ce fut silencieux, comme elle le voulait. Elle m'a laissé une lettre. Pas d'argent, pas de propriété dans la lettre. Ceux-là sont venus par les avocats. La lettre était différente. Elle était écrite de sa main, tremblante mais ferme. Ne construis pas de murs, ma rue. Construis des portes. Même si personne ne vient. J'ai gardé ces mots pendant des jours, me demandant ce qu'elle voulait dire. Je pense que je comprends maintenant. Elle ne me disait pas de pardonner ou d'oublier. Elle me disait de ne pas me fermer complètement, de ne pas devenir comme eux. C'est tentant, vous savez. Après la trahison, la chose la plus facile est de fermer toutes les portes et de vous dire que vous êtes en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la vie. La sécurité n'est pas l'amour. La sécurité n'est qu'une autre forme de prison. Alors, je garde le porche ouvert. Parfois, un voisin passe et me fait signe. Parfois non. Et c'est bien. La maison est calme maintenant. Pas de cris, pas de dîner mis en scène, pas de spectacle. Juste des planchers qui craquent et la lumière du soleil à travers les fenêtres poussiéreuses. Je ne suis pas guéri. Je le sais. Certaines nuits, je rêve de la voix de Delroy m'appelant un échec. D'autres nuits, je me réveille en pensant que je suis de retour sur cette chaise à côté des portes de la cuisine, invisible à nouveau. Mais le matin vient toujours. Je me lève toujours. Et chaque matin, je porte cette chaise en bois dehors, je la place face à l'est, et je m'assois. Je me dis, je n'attends personne pour me donner une place. Je construis la mienne. Peut-être que vous attendez aussi. Attendre que quelqu'un vous voie enfin,
que quelqu'un dise enfin, voici votre place. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez trop donné à des gens qui n'ont fait que prendre. Je comprends ça. Mais peut-être qu'il est temps. Il est temps d'arrêter d'attendre. Il est temps de construire la vôtre. Ne construisez pas de murs. Construisez des portes. Même si personne ne passe. Parce qu'un jour, quelqu'un pourrait le faire. Et même si personne ne le fait, au moins vous êtes libre. La famille. Delroy. Carlène. Ils n'ont plus jamais appelé. J'ai arrêté d'attendre qu'ils le fassent. J'arrête. Il est silencieux. Je ne sais pas s'il est en colère ou honteux. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. J'ai arrêté de deviner. Je laisse toujours la chaise à côté de la mienne vide, mais pas pour toujours. Je crois que quelqu'un s'y assiera un jour. Peut-être pas de la famille, peut-être personne que je connais encore, mais quelqu'un. Et quand ils le feront, je leur servirai du café. Je dirai, bienvenue. Et je le penserai. Parce que certaines familles vous apprennent l'amour. La mienne m'a appris à survivre.